Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, debout derrière votre pupitre, mais vous êtes un habitué des pupitres. C'est désormais la règle pour ce grand oral. Et dans le jury aujourd'hui, Guillaume Roquette du Figaro, bonjour, et Christophe Jacubizine de TF1. Bonjour. Séquence. Progressiste. Pardon? Non, j'ai dit deux grands progressistes. Ça commence bien. Vous êtes en forme, et nous aussi. Alors, bienvenue à tous. Nous allons débattre de tout ça. Mais il y aura une séquence droit de suite, Jean-Luc Mélenchon, dans cette émission. C'est une habitude, et c'est Marie-Pierre Haddad de la rédaction du numérique de RTL qui nous rejoindra à 2 reprises pour vous relayer les questions, les commentaires des auditeurs et téléspectateurs. Des réactions que vous pouvez toujours nous envoyer sur rtl.fr, sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag le grand jury. Alors Jean-Luc Mélenchon, vous apparaissez toujours comme le premier opposant à Emmanuel Macron, mais que voulez-vous faire de cette charge que vous confèrent les Français au fil des sondages? Infléchir la politique du gouvernement ou tout simplement tenter de le balayer avant la fin du quinquennat, notamment avec une marée humaine que vous appelez de vos voeux, que vous espérez voir déferler dans les rues de France samedi prochain? Nous en parlerons bien sûr, nous vous interrogerons aussi sur l'alliance populiste en Italie. Est-ce possible également en France? La souhaitez-vous? Riche actualité internationale cette semaine, une actualité meurtrière comme dans les territoires palestiniens, nous l'évoquerons, mais des plus légères aussi, Jean-Luc Mélenchon. People, certains diront, avec le mariage en Mondovision hier du prince Harry et de Meghan Markle. Les chiffres des téléspectateurs d'audience nous sont arrivés, ils sont énormes, 2 milliards dans le monde. Presque 10 millions. Échapper, hein. Pardon? Ceux qui voulaient y échapper devaient se donner du Alors mal. justement, est-ce que vous avez regardé Jean-Luc Mélenchon? Non. Alors je vous pose la question parce que votre bras droit, Alexis Corbière, a tweeté que la diffusion des chaînes par les chaînes en direct du mariage princier était une farce de mauvais goût pour notre République. Est-ce que vous partagez ce sentiment d'Alexis Corbière? Réellement, c'est une question. Bah oui. C'est-à-dire qu'on s'en fiche, voyez-vous. Ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas notre cup of tea, la monarchie en France. Donc on regarde tout ça avec un peu d'humour. On dit les pauvres, bon, ils s'offrent une parade de Disneyland. Bon, voilà, c'est comme ça chez eux. Mais nous, non, on n'est pas des sujets, on est des citoyens. Parce qu'en même temps, c'est très populaire. Comment vous expliquez alors cet attrait Oui, mais des il y a plein Français? de choses qui sont populaires et qui sont ridicules. De même qu'il y a des choses qui sont élitistes et qui sont ridicules. Certaines marques de shorts ou certaines chaussures sont ridicules. Les traditions, c'est ridicule pour vous? Les traditions, comme celles qu'on a vues... Mais ce sont des traditions anglaises. Nous sommes français. Et notre tradition, s'il y en a une politique, c'est la République. Donc on regarde goguenard les monarques, en principe. Mais les vrais républicains, oui, regardent en goguenard, avec un sourire, un rictus amusé devant la débilité, d'abord de ce type de régime, et deuxièmement... Débilité. Le ridicule. Bah, écoutez, la monarchie, c'est pas un régime d'une... comment dire c'est pas un régime qui fait envie. Par exemple, la monarchie saoudienne me fait pas envie. Elle est moins démocratique que la... Il y en a par-ci par-là. Il reste en Europe. Non, mais vous avez raison. Dans l'Europe des 12 du départ, si, c'était des monarques. Grand-duc ou je ne sais quoi. Mais bon, tout ça est ridicule. Mais le Royaume-Uni est un modèle démocratique quand même. Le Royaume-Uni est un modèle démocratique quand même. Oui, il pourrait parfaitement se passer des rois qui leur coûtent cher et pour rien. Mais au-delà de cela, est-ce que vous ne voyez pas dans cet attrait des Français pour ce mariage princier une sorte d'attrait pour une sorte de monarchie républicaine, qu'ils aiment les ors, ils aiment le pouvoir, ils aiment cette gouvernance par le haut? Est-ce Non, que mais ça, alors, si vous me poussez dans mes retranchements d'anthropologue et de philosophe, je vous dirais que tout ce spectacle est un dressage. Il est fait pour habituer l'esprit à l'idée qu'il est normal que certains dominent, sans qu'on sache pourquoi, juste pour se donner le mal de naître dans le bon berceau, avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et on dit, voilà, alors, il y a la super classe dans l'oligarchie, ce sont les monarques. C'est un exercice de dressage. Et par conséquent, c'est mon devoir de m'en amuser, pas aller plus loin, ça sert à rien d'aller plus loin. Mais non, si l'idée est d'arriver à la fin à dire que M. Macron a raison de dire que les Français sont en deuil d'un monarque et qu'il est disponible pour la fonction, alors non. Voilà, la réponse est non. Nous sommes les plébéiens, le peuple français est un peuple de rebelles qui n'aime guère qu'on le régente, et c'est très bien comme ça. Alors, nous en parlerons, mais il y a des rebelles dans un autre pays, en Italie. Les deux mouvements politiques qui ont gagné les dernières législatives, le mouvement 5 étoiles et la Ligue, vont constituer un gouvernement. Il y a des mesures sociales dans leur programme, un revenu universel, une baisse de l'âge de la retraite. Est-ce qu'il y a quelque chose à suivre dans cet exemple italien pour vous? Non, il faut regarder ce qu'il est, ce qui se passe en Italie. L'Italie est malade à mort de l'Union européenne, de la même manière que l'Allemagne est aussi malade et a mis plus de 6 mois à trouver un gouvernement. Donc toutes les sociétés européennes
sont déstabilisés par les politiques imposées par la Commission à toute l'Europe, même à l'Allemagne qui est le maître de l'Europe aujourd'hui. Alors, dans ces deux partis sont d'abord fondamentalement des partis qui ont un programme économique de droite. Par exemple, ils viennent de s'accorder sur une flat tax. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire juste un taux d'imposition, le même pour tout le monde. Alors que mais aussi nous, sur par un revenu exemple, universel à l'inverse. attendez, mais commençons par ça, parce que c'est quand même quelque chose qui pose problème en France. En France, là, donc en Italie, il y aurait 2 tranches d'impôts. En France, il y en a 5. Et nous-mêmes, la France insoumise, nous disons, mais c'est aberrant. Il faut étaler l'effort sur plus largement pour que ce ne soit pas ceux qui sont au milieu qui payent tout. Et nous proposons, par exemple, 14 tranches d'impôts. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir politiquement et économiquement avec ce qui se fait. Alors après, le revenu universel, vous savez que c'est une mesure extrêmement ambiguë. Et depuis le début, je ne cesse de dire qu'il y a une ambiguïté sur cette question. Parce que si le revenu universel, c'est le total des allocations sociales qui serait donc tout annulé au profit d'un revenu garanti à chaque personne le même, alors non, c'est vraiment pas un progrès social. Est-ce que quand même l'alliance de ces contraires en Italie pour renverser la table, vous avez commencé par dire ces deux partis qui se nourrissent en fait du rejet et de l'échec de l'Union européenne. Est-ce que à un moment donné qu'en France, vous puissiez faire alliance avec les partis qui veulent renverser la table, est-ce que ce n'est pas la solution politique pour arriver? Non, pas du tout. Nous ne le ferons jamais. Parce que... C'est-à-dire, pour aller jusqu'au bout de la question, vous n'irez pas avec le Front National. Par exemple. Non, parce que la question s'est posée, parce que... Non, mais vous auriez pu trouver une version un peu plus soft. Oui, non, parce que vous avez genre Montaignan. Le mouvement 5 étoiles n'est pas un mouvement que vous avez, qui n'est pas dans vos radars. C'est pas un mouvement ennemi, le mouvement 5 étoiles italien. Vous n'avez jamais eu... C'est un adversaire. Attendez, non, mais bon, vous n'êtes pas dans les arcanes de la lutte politique en Italie et en Europe. Mais vous devez savoir que pour nous, pour un certain nombre d'entre nous, l'effondrement de la gauche en Italie, sa disparition, le plus grand parti communiste d'Europe occidentale et un magnifique parti socialiste se sont coupés la gorge eux-mêmes en créant le parti démocrate. Oui, ben pour les mêmes raisons. Pas pour les communistes. Les communistes français ne sont pas de la même variété que les communistes italiens, qui étaient ni plus ni moins que des souillés du système. Bon, alors pour rester sur ce moment, là, au moment où est apparu le mouvement 5 étoiles, j'étais en Italie pour aider les amis à mener leur campagne, car nous n'avons rien à voir avec le mouvement 5 étoiles. Nous sommes porteurs de solutions radicalement sociales et radicalement écologiques. Et je disais à mes amis, si vous n'épousez pas le dégagisme qui est dans la société italienne, c'est-à-dire si vous continuez à faire les bacs plus 15 à chaque mesure que vous proposez, où on ne comprend rien à ce que vous dites, et vous n'exprimez pas la révolte contre le système, vous serez balayé. Mais attendez, autrement dit, 5 étoiles et la Ligue, c'est du dégagisme aussi. Oui, mais le dégagisme, il ne porte aucun contenu politique particulier. Il consiste juste à dire, cette société ne fonctionne plus, fichez le camp. Mais après, pourquoi faire ? Il y a donc deux branches à l'alternative. C'est une alliance populiste que vous condamnez. Si mais le mot populiste, on va être sympa ce matin, je vais me fâcher tout de suite, mais ça ne veut rien dire. Quand vous mettez dans le sac populiste des gens comme moi et Madame Le Pen, peut-être que ça vous fait plaisir dans les dîners en ville, mais ça ne veut rien dire du tout politiquement. Mais là-bas, ça veut dire quelque chose ou pas en Italie? Mais en Italie, mes amis de ce tout petit groupe que je chéris et que j'essaye d'aider à sortir la tête de l'eau, il s'appelle Potere al Popolo, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Bon, nous sommes partisans du pouvoir au peuple, mais ça ne devrait pas vous étonner, vous qui êtes des connaisseurs. En France, il y a eu un parti qui faisait ça. Il appelait ça l'Union du peuple de France. C'était le Parti communiste français. Donc, c'est très récemment que tout d'un coup, le peuple est devenu une catégorie maudite. Et moi, le peuple, je ne me suis pas contenté de le citer d'une manière abstraite. Je l'ai décrit socialement dans le livre L'ère du peuple. Je montre que c'est tous ces gens qui n'ont que les réseaux pour vivre, tandis que l'oligarchie, elle a l'immensité de la fortune du monde à ses pieds. Est-ce que même cette alliance-là, Jean-Luc Mélenchon, vous inquiète? Parce qu'on voit qu'il n'y aura pas de ministre condamné ou mis en examen, c'est la règle qui a été imposée, et pas de ministre franc-maçon. Quand vous entendez ça... En Italie, ça c'est du fascisme. Ça, mais bon, voilà, si vous aviez demain le Front National au pouvoir en France, il ferait pareil. Pour l'instant, il a mis la peau du mouton bêlant, il essaye de se dédiaboliser, mais le contenu et la matrice organique du Front National, on le connaît d'ailleurs. Vous-même, Jean-Luc Mélenchon, aviez indiqué que vous étiez franc-maçon, me semble-t-il, en 2012. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas pour que les choses... En quoi ça vous regarde? Non, je vous pose la question. Non, je vais pas y répondre. Hein. Je vais vous répondre pour que vous compreniez bien. Vous ne saurez jamais, aussi longtemps que je suis élu, si j'ai une religion et laquelle, si j'appartiens à un courant philosophique et lequel. Pourquoi? Parce que le rôle d'un élu, qui plus est pour quelqu'un qui, comme moi, s'est proposé à une élection présidentielle, c'est de ne rien mettre en avant
qui reviennent à demander une adhésion à ce qu'on est intimement. Donc ma conviction intime, c'est ma conviction intime, et je ne permettrai jamais que on m'oblige à dire ceci. Mais pas de ministre franc-maçon, c'est du fascisme, c'est ce que vous dites. Oui, la lutte contre les francs-maçons fait partie traditionnellement du blabla fasciste. Bon, alors, il y a des gens qui sont des complotistes, ils s'imaginent je ne sais pas quoi sur la franc-maçonnerie. Bon, la franc-maçonnerie est une société qui est née au XVIIe siècle dans les luttes pour les Lumières contre la monarchie absolue. Mais ça vous inquiète pour la suite? Vous dites où va aller ce pouvoir italien? Bien sûr, je suis très inquiet. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis inquiet. Je ne cesse de répéter que dans toute l'Europe, la menace est immense. Parce qu'en Hongrie, c'est déjà des fachos. En Autriche, c'est des fachos. En Pologne, ce sont des fachos. En Allemagne, il y en a maintenant qui apparaissent jusque dans le Bundestag. Et en France, nous en avons eu. Et en Italie, vous dites que ce sont des fachos, là, maintenant, ou pas? Évidemment, qu'est-ce que vous croyez que c'est? La Ligue du Nord, qu'est-ce que vous croyez que c'est? Des gens qui se constituent en disant ceux qui sont au sud du pays sont des métèques et des parasites, on n'en veut plus. Vous appelez ça comment? Mais ce sont des gens qui sont démocratiquement élus. En Hongrie, comme en Italie. Donc, est-ce que ça vous pose un problème? Bien sûr que ça m'en pose un. De droite. Pardon? Que le peuple puisse être de droite et voter pour des gens à droite ou très à droite. Oui, et alors? Bah oui, c'est la démocratie, c'est la règle du jeu. C'est la raison. Moi, je crois à la démocratie. Donc, je suis pour que les élections aient lieu et que des gens puissent présenter leurs idées. Mais là où ça va plus, c'est quand vous autres, pardon de vous le dire, tout le système, vous êtes d'une hypocrisie totale. Vous les laissez faire, et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, vous dites « Ah ben zut, le chien est monté sur la table, c'était pas prévu. » Mais qui les a aidés? Qui les a encensés? Et pourquoi nous avoir combattus, nous, avec une telle férocité, puisqu'à chaque fois on nous remet dans le même sac qu'eux? C'est une manière de dire aux gens, en réalité, il n'y a pas d'alternative au système. Alors, on va en parler. À Macron, à machin. On va en parler, c'est l'objet du 26 mai. Christophe Jacubizine. Une question justement sur le Front National. Marion Maréchal Le Pen a enlevé de ses comptes Twitter et Facebook le nom de Le Pen dans les derniers jours. Est-ce que vous craignez son retour en politique? Est-ce qu'elle est plus dangereuse que sa tante? Ah non, pour nous, elle est plus confortable. Si je dois avoir un avis sur un sujet qui, à vrai dire, ne m'implique pas vraiment. Mais pour nous, elle est plus confortable, elle est libérale. Madame Le Pen, l'actuelle Le Pen, a fait tout un parcours où il se donnait des airs de gauche, ce qui était très embarrassant. Donc elle est plus gênante pour vous, Marine Le Pen, parce qu'elle a des propositions proches des vôtres? Oui, parce qu'elle a des moments où elle séduit des gens qui la croient. Qui croient qu'elle est sociale, qui ne se rendent pas compte qu'elle est elle a été contre la retraite à 60 ans, elle est contre tous les mouvements de grève, elle est contre les syndicats qui mènent la lutte contre le capital, mais elle le fait habilement, donc ça ne se voit pas. Et elle passe son temps à réciter que le problème du monde, c'est les Arabes. Bon, alors donc c'est pas le banquier, c'est l'immigré, c'est ça logique. Et les gens qui sont perdus se disent, bah, elle a peut-être raison cette femme. Voilà ce qui ne serait pour nous plus facile à combattre, parce que si c'était Maréchal Le Pen, parce qu'elle est ouvertement libérale. Et le fond de l'affaire, ce n'est pas les personnes ou les partis. Le fond de l'affaire, c'est que nous sommes à un tournant de la civilisation humaine. Entre ceux qui sont persuadés que c'est de la libre compétition de chacun contre tous que viendra le mieux, et ceux qui pensent que c'est le tous ensemble qui tirera l'humanité de l'impasse écologique, notamment dans laquelle elle est. Une porosité entre vos électorats, vous êtes dans les sondages, par exemple, il y a assez populaire chez les électeurs du Front National qui sont aussi sur des thèmes que vous défendez. Vous dites que Marine Le Pen aussi le fait. Est-ce que vous acceptez que de ce côté-là, il peut y avoir une... C'est le propre de la politique d'essayer de convaincre des gens. Si vous partez de l'idée que tout le monde est embrigadé et enrégimenté et peut plus changer d'avis, alors c'est pas la peine de croire ni au débat ni à la démocratie. Qu'est-ce que je fiche ici un jour férié? Je pourrais très bien être chez moi tranquillement à attendre un jour que ça de solidarité demain. Je viens ici parce que vous m'interrogez et j'espère que le mécanisme de vos questions et de mes réponses permet aux gens de réfléchir et peut-être de changer d'avis. Justement sur la SNCF, puisque c'est un thème d'actualité aussi que vous suivez de près, vous êtes très mobilisé, Guillaume Roquette. Oui, le nombre de grévistes a baissé assez substantiellement. On était vendredi. Vous croyez qu'il en reste? Parce que depuis le premier jour, on nous dit que ça s'essouffle. Eh bien, je suis très surpris de savoir qu'il en reste. Eh bien oui, il en reste très exactement 15,7%. Oui. Ça, c'était le chiffre de grévistes de vendredi, ce qui semble accréditer l'idée d'un mouvement qui s'essouffle. Les sondages ne bougent pas, il y a un soutien majoritaire à la réforme. Est-ce que la SNCF va s'entêter longtemps? Plutôt exactement la SNCF, non, mais les cheminots. Jean-Luc Mélenchon. Attendez, d'abord vous avez fait un lapsus qui est révélateur. C'est la SNCF qui s'entête, c'est pas les syndicats. Les syndicats n'ont rien demandé. C'est plutôt le gouvernement en l'occurrence qui s'entête. Évidemment, c'est le gouvernement. Eh bien, oui, les syndicalistes vont s'entêter, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va dans la rue le 26 mai,
Parce qu'on veut montrer que ce ne sont pas seulement les cheminots qui sont dans cette bataille, que cette bataille, c'est un refus d'une certaine façon de vivre qu'on nous propose, un monde dans lequel il n'y a plus de monopole public, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de statut, il n'y a plus que des individus. Est-ce que vous donnez pas des illusions avec les autres? Vous allez venir au secours des cheminots? On ne vient pas au secours, on les entoure d'une amitié, d'une fraternité, parce qu'on sait qu'ils se battent pour nous, pour des transports publics, et il n'y en aura plus. Une fois que le statut aura changé, c'est fait uniquement pour pouvoir privatiser la SNCF. Voilà, tout le monde le sait, alors à part quelques propagandistes qui essayent de masquer l'affaire, mais c'est comme ça que ça se passe dans toute l'Europe, et tout ça n'a été mis en route que parce que la Commission européenne l'a demandé et que M. Macron a décidé, comme François Hollande, d'être le bon élève de la classe européenne. Voilà. Il n'y a aucun mystère là-dedans. Alors avant de parler de la manifestation du 26 mai, encore un mot sur la SNCF. Est-ce que rien ne vous choque dans la consultation qui est menée par les syndicats auprès des cheminots? Résultat, mercredi matin, normalement, on a vu pas de liste d'émergement officielle, des urnes où on coche la croix devant le... Écoutez, le plus simple, comme vous avez raison, moi rien ne me choque, mais je pense qu'il faut vous donner raison. Et la direction de la SNCF devrait organiser un référendum sous le contrôle, comme on le fait en démocratie. Mais pourquoi pas? Mais il verrait. Il y a déjà un gros malin qui a fait ça, Air France, qui était persuadé qu'il connaissait son monde, qu'il avait tout bien compris et que personne ne voulait de la décision syndicale. Bon, il s'est pris une pelle, bien fait pour lui. Mais lui, au moins, il est parti. Tandis que les autres partent pas, notamment celui qui aujourd'hui dirige la SNCF, qui a quand même quelques grosses responsabilités dans le désastre industriel de cette entreprise, la ministre qui était déjà conseiller transport auprès de Jospin et qui donc nuit depuis 30 ans ou 20 ans de manière constante à ce service public et à qui personne ne demande jamais de compte. Ceux-là, ils font ce qu'ils veulent. Mais est-ce que vous ne donnez pas des illusions aux cheminots sur le fait... Personne ne leur demande rien. Mais pardon, mais aux pauvres, aux travailleurs de la SNCF qui ont un statut, le statut, il est venu après des décennies de lutte, et puis ça correspondait. Ce sont de petits, il y a ici ou là de petits avantages. Quelle hargne contre eux. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Est-ce que vous leur donnez pas des illusions, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous leur donnez pas des illusions sur le fait que la réforme, est-ce que vous leur donnez pas des illusions sur le fait que la réforme puisse être abandonnée? Le gouvernement a l'air totalement déterminé. Les sondages montrent encore aujourd'hui dans le JDD que les Français sont pour cette réforme. Est-ce que vous les bercez pas d'illusions là-dessus? Écoutez, quelle illusion, pardon, je ne comprends pas vos mots. La fin du statut des cheminots. Ah, d'accord. Vous voulez dire qu'au fond, aucune lutte ne sert jamais à rien. Mais si on avait mené aucune lutte, il n'y aurait ni congé payé, vous ne toucheriez pas, pour ceux d'entre vous qui sont payés aujourd'hui, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, une surcharge de salaire, etc., etc., etc. Il faut lutter pour eux dans la vie, surtout quand on vient vous prendre ce que vous avez. Ah, donc c'est l'objectif aussi du 26 mai, c'est défendre ces acquis, si je comprends bien, tous les acquis, c'est-à-dire non seulement ceux, non seulement ceux des cheminots, parce que ce n'est pas le statut des cheminots qui a augmenté la dette de la SNCF. La dette est un prétexte pour agresser les cheminots, pour que demain on puisse privatiser. Mais nous avons aussi les fonctionnaires. 120 000 postes de fonctionnaires vont être supprimés. Et qui manifestent le 22. C'est le plus grand, c'est le plus grand plan social de l'histoire de France. Et le 22, en effet, tous manifestent et ils reviendront le 26. Et vous irez le 22, vous défilerez le 22? Ah ben, je pense, oui, je ne sais pas où je serai, à Marseille ou à Paris. Mais c'est une manifestation syndicale. Souvent, on se met sur le bord du chemin pour les saluer et montrer notre fraternité. Mais le 26, tout le monde vient parce que c'est à la fin de la semaine, c'est un week-end. Il faut vous décerner un chapeau ce matin, Jean-Luc Mélenchon, avec l'accord avec la CGT pour la première fois depuis la rupture CGT. Je me méfie de beaucoup de chapeaux. Vous savez ce qu'on dit, vous avez tort. Caresse de chat, ça donne des puces. Oui, merci. Mais il va continuer sa question quand même. Allez. Bon, en tout cas, c'était sincère. Vous avez quand même réussi le tour de force d'associer la CGT à une manifestation politique, la vôtre. D'abord, est-ce que ça veut dire que l'union des gauches est en marche avec ça? Et est-ce que Martinez sera à côté de vous pour défiler? Alors, bon, j'ai beaucoup de talent, j'en conviens. Mais je n'ai pas eu... C'est ce que je voulais dire. Non, mais j'ai bien compris le compliment et je l'accepte avec beaucoup de plaisir. Mais je ne l'ai pas eu dans cette circonstance. Pour ma part, je développe depuis un grand moment l'idée que l'union des petites gauches, c'est-à-dire des petits partis qui se mettent d'accord sur des déclarations extrêmement émouvantes, tout ça ne mobilise personne et ne convainc personne. Il faut donc avoir une réponse à échelle de masse, quelque chose qui soit aussi puissant qu'est le coup que nous recevons depuis les libéraux. Voilà pourquoi je milite pour une forme d'unité populaire qui décloisonne le syndicalisme, la politique et le monde associatif. Bon. Il se trouve que si je dis ça, c'est parce que je suis aussi un observateur de la réalité. Et les syndicalistes ont besoin d'être appuyés par toute la société. Alors si vous voulez savoir le fin mot de l'histoire, la date, le nom de cette manifestation du 26 ont été proposés par la CGT, pas par Jean-Luc Mélenchon, et j'ai été extrêmement heureux de ça. Donc ce qui est vrai aujourd'hui,
c'est que ce sont les syndicats et les associations qui marchent devant. Je voudrais rappeler lesquels. CGT, FSU, la fédération tout entière, pas seulement le syndicat du supérieur, l'UNEF, les syndicats solidaires, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature. Et derrière ça, est-ce que Philippe Martinez sera là ou pas? C'est vrai qu'on ne l'a pas vu à la conférence de presse jeudi dernier, on était un peu surpris, alors qu'en effet, toute sa base, majoritairement, ultra majoritairement, avait voté en faveur du 26 mai, de défiler à vos côtés. Mais lui, est-ce qu'il sera là? Est-ce que vous l'avez vu au téléphone? Est-ce que vous êtes entretenu avec vous? Bon, écoutez, les gars, vous y allez fort, quoi. On fait une conférence de presse au siège de la CGT, en présence du numéro 2 de la CGT. Certes, ce n'est qu'une femme, donc vous n'avez pas remarqué. Bon, bah oui. Et puis, c'est quand même un tournant historique. Est-ce qu'il et j'ai entendu un journaliste dire... est-ce que c'est pas curieux que la CGT soit pas là? Mais la CGT est là. Et est-ce que Philippe Martinez sera avec vous? Écoutez, tout ça c'est fait, pardon, je sais pas, moi je ne connais pas son emploi du temps. Tout ça c'est fait dans l'urgence. Il gâche un peu la fête. Tout ça c'est fait. Pardon? Il gâche un peu la fête. Non, c'est vous qui faites tout ce que vous pouvez, ce que je comprends. Hein, c'est normal, c'est votre boulot de le faire. Mais ça a commencé par c'est la manif à Mélenchon. Ensuite, comme ça marchait pas très fort, parce que en dépit du repoussoir que vous aviez trouvé, les syndicats ont continué à arriver, les associations. Donc on est passé à autre chose. La CGT n'est pas dans la manif que la CGT appelle. Alors là, les gens sont stupéfaits, mais bon, non, il ne gâche pas la fête. Je réponds à votre question. Il est pleinement engagé dans cette affaire. Et je voudrais vous dire une chose. S'il n'avait pas voulu que ça se passe, tout Mélenchon que je suis, j'aurais dû rentrer chez moi. Jean-Luc Mélenchon, combien de personnes... Donc c'est parce qu'il a bien voulu que ça se passe que ça se passe. Je parle de Martinez et de la direction de la CGT. Combien de personnes espérez-vous à cette journée du 26 mai? Je ne peux pas vous dire parce que nous n'avons pas encore organisé... Vous avez organisé... vous avez payé un organisme pour donner des chiffres inférieurs à ceux de la police. Bon, donc maintenant il fonctionne à chaque manif. Non mais vous cotisez tous à cet organisme qui vous arnaque, qui est un truc macroniste. Mais nous allons créer un organisme de comptage, peut-être. Hein, et ça sera une douce rigolade, on racontera n'importe quoi. Combien je compte qu'on soit? Je vais réfléchir, disons 2, ça serait bien. Ouais. 2 millions, 2 millions, c'est ça que vous voulez dire. Non, mais vous aviez vous-même édicté un chiffre, souvenez-vous, sur les Champs-Élysées, vous vouliez 1 million de personnes. Si on allait aux Champs-Élysées, je voudrais qu'on soit 1 million. Oui, mais on ne va pas aux Champs-Élysées. On a décidé de procéder autrement, et j'approuve cette décision, parce que nous avons besoin de faire une démonstration de la profondeur de l'enracinement, du refus de la société libérale. Messieurs, ne vous trompez pas sur ce qui est en jeu. Bien sûr, il y a des revendications sociales précieuses et importantes. Mais ce qui est en jeu, dans cette affaire, c'est une vision. Mais quel est l'objectif pour cela? Alors, Guillaume Roquette. Est-ce que vous êtes en train, avec ce décloisonnement que vous appelez de vos voeux, est-ce que vous voulez créer une espèce de majorité alternative en disant, en gros, il y a une majorité politique et moi, je fédère tous les gens qui sont mécontents et je suis aussi légitime que le pouvoir politique? Ah non, mais attendez, vous vous trompez, on n'est pas en Italie, je fédère pas tous ceux qui sont mécontents. Je fédère et j'essaye, je veux contribuer à fédérer tous ceux qui sont d'accord sur un certain nombre d'objectifs, comme l'existence d'un service public qui fonctionne. Ils sont mécontents avec la politique qui est menée, vous me comprenez? Ils sont mécontents de la politique. Oui, mais c'est pas la même chose de dire fédérer des gens qui sont d'accord avec une idée de la vie en société et de dire ramasser tous ceux qui sont contre, parce que ça n'a rien à voir. Notre démarche est une démarche positive et c'est une démarche réaliste. Parce que nous savons à quel point le courant progressiste a été détruit, démoli, démonétisé par François Hollande. C'est quoi? C'est infléchir la politique du gouvernement. C'est quoi l'idée? C'est infléchir la politique du gouvernement. Vous avez dit que vous ne souhaitez pas que l'élection d'Emmanuel Macron était légitime, même si vous avez parfois des phrases. Vous avez dit que l'élection n'a pas accompli ce qui est son rôle dans une démocratie en même temps. Vous avez dit ça dans le Huffington Post. On m'a posé la question, c'était invraisemblable. Il est élu, je reconnais le vote. Est-ce que vous pensez que vous pouvez, avec cette manifestation, attendez, s'il veut s'en aller, je ne le retiens pas. Je tiens quand même à vous le dire. Je ne suis pas en train de dire, je vous en prie, restez. Non, si par hasard il dit finalement ce que je fais vaut pas un clou, d'ailleurs ça ne vaut pas un clou. Ah bah donc vous lui dites que la paix. Donc vous lui dites non, mais non, j'essaye de retourner ce que vous essayez de faire. Quand vous dites je reconnais la légitimité d'un résultat d'un vote, je vous rappelle que la démocratie, c'est un système de prise de décision, mais c'est vous qui avez un système de conviction. Les gens ont décidé que c'était lui le président, je m'incline, je suis un démocrate et un républicain. Mais c'est vous qui avez dit il y a quelques jours dans le Huffington Post, l'élection n'a pas accompli ce qui est son rôle dans une démocratie en 2017. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les problèmes politiques sont toujours là, aussi crus et saillants qu'ils l'étaient à la fin du mandat de François Hollande. Ce problème, c'est que la société française est déchirée entre l'oligarchie qui la domine et le très grand nombre qui va s'appauvrissant et n'arrive pas à trouver un centre de gravité politique, c'est-à-dire une manière de régler ce problème dont elle comprend. Il y a une majorité et une opposition, c'est la démocratie. Écoutez, je peux quand même, parce que avant... Marie-Pierre Haddad est arrivée de la rédaction. Mais oui, mais vous m'avez... Bon,
Allons-y, vous m'avez posé une question, et vous m'interrompez au milieu. Alors, très rapidement, Jean-Luc Mélenchon. Oui, la question était de savoir ce que nous voulions obtenir. Ça a quand même de l'intérêt. Nous voulons obtenir que M. Macron comprenne qu'il faut en finir avec la réforme de la SNCF, du service public et de l'hôpital. J'ajoute que oui, je reconnais, comme homme politique, comme dirigeant, qu'à travers ce type de démarche du type du 26, nous essayons de construire une majorité d'idées, de programmes entre des forces sociales et politiques. Et ce n'est pas nouveau. Mais écoutez, on a un modèle dans l'histoire. Là, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui font des sauts périlleux en disant « un syndicat qui fait de la politique ». Ça n'a aucun sens. Le syndicat ne fait pas de politique, mais il joint ses efforts à de la politique. Quand est-ce que ça s'est passé la dernière fois? Ah ben, vous n'avez pas l'air d'être au courant. Malik Oussekine, et avant ça, c'était quoi? Alors, le Front populaire. Je termine. Marie-Pierre Haddad est là. Le gars, il ne se rend même pas compte de ce que je suis en train de dire. Ok. Alors, mais non, mais vous allez-y. Continuez à le dire. Je viens de vous dire une chose importante politiquement, et vous êtes cramponné à votre prompteur. Mais on a du temps. Je viens de dire que nous pouvons, sur la base d'expériences de cette nature, avoir pour objectif la construction d'un front populaire en France, qu'on appellera sans doute... Le front populaire, il y a une majorité politique, monsieur Mélenchon. Attendez, il y a Marie-Pierre qui vient d'arriver. Alors, mais on va revenir sur le front populaire dans la deuxième partie de l'émission. Marie-Pierre Haddad, bonjour. Et des Excusez-moi, madame. Bonjour à tous. Interrogations des téléspectateurs et bonjour Jean-Luc Mélenchon. Alors, vos soutiens sont très mobilisés aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi souvent des réactions très violentes qui arrivent sur Twitter et Facebook. Et un internaute, Jacques, s'étonne de ça. Encore quelqu'un qui me menace de mort, comme récemment? Non, attendez. Jacques, il vous dit, monsieur Mélenchon, vous vivez très bien de la politique depuis toujours, alors pourquoi tant de haine pour le système? Et justement, Malek Bouti, l'ancien président de SOS Racisme, lui, vous accuse, je cite, de biberonner la jeunesse à la haine. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, non, je ne perdrai pas une seconde à répondre à Malek Bouti. D'abord, Malek Bouti n'est pas dans mes moyens. Bon, qui veut l'achète, pas moi. Je viens par contre sur ce que vous avez dit avant. Et c'est une phrase qui est très caractéristique, je ne la récuse pas. On dit, vous avez été longtemps député. Pardon, je n'ai pas vécu du système, j'ai été élu. Et j'ai combattu depuis le premier jour, y compris l'Assemblée dans laquelle j'étais. Alors, mes amis, je vous pose la question dans l'autre sens. La morale, maintenant, c'est profite et tais-toi. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette vision du monde? Nous nous battons dans les institutions telles qu'elles existent, certains dans le syndicalisme, d'autres dans la politique, d'autres dans le milieu associatif. Et c'est une manière très fascistoïde et très anti-parlementaire. En ce moment, c'est très à la mode. L'anti-parlementarisme, ça consiste à acheter des pierres aux parlementaires. Et d'ailleurs, le président de la République, lui, est le principal éducateur à l'anti-parlementarisme. Parce qu'il va notamment proposer une réforme pour réduire le nombre des parlementaires. Et vous avez tous les gogos de la Terre qui applaudissent. Ah oui, bravo, il en faut moins. Ben, il n'y a qu'à en avoir pas du tout. Ça porte un nom, ça s'appelle une dictature. Personne n'a pu expliquer pourquoi, avec moins de parlementaires, la démocratie fonctionnerait mieux. Pourquoi avec moins de municipalités, la démocratie serait plus vivante en France? Pourquoi avec moins de régions, la démocratie est plus vivante? On est sur une tendance dictatoriale, c'est ce que vous semblez dire. En même temps, vous voulez créer ce front populaire, vous avez entendu, de la gauche. On en parle dans la seconde partie. Continuons à parler. On peut parler d'autre chose, je veux bien. De l'émission, c'est votre grand jury. On vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite après une pause. Parce que j'avais On se retrouve, Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, vous avez beaucoup de choses à nous dire. On vous a entendu même avant l'antenne. Et à mes côtés pour vous interroger, Christophe Jacubicine de TF1 et Guillaume Roquette du Figaro. Alors, on va reparler de ce Front populaire dont vous nous avez annoncé votre volonté de voir éclore toute une masse de gens derrière lui. Mais sur l'actualité internationale, il y a quand même aujourd'hui une élection présidentielle importante, c'est au Venezuela. Elle est boycottée par l'opposition, non reconnue par une grande partie de la communauté internationale. Et le sortant, le président Nicolás Maduro, vise dimanche, aujourd'hui, donc cette réélection lors d'un scrutin qui se révèle donc sans rival de poids. Vous avez toujours soutenu, Jean-Luc Mélenchon, ce régime chaviste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que Nicolás Maduro, s'il est réélu, est légitime dans cette... Déjà, c'est bien, on peut au moins discuter d'une élection au Venezuela. On ne pourrait pas avoir ce débat à propos de l'Arabie Saoudite. On se contente de leur lécher les babouches. La comparaison n'est pas raison, ça vous le savez. Alors justement... Si. On a reçu Ben Salman, Ben Saoud, il n'y a pas longtemps. On lui a dit bravo, on fait avec lui des selfies, le prince d'Arabie Saoudite. Pareil pour le Qatari. Bon, là, ça pose de problème à personne. Et notre blogueur qui se prend 1000 coups de fouet pour avoir dit quelque chose de tordu contre la dynastie Al Saoud, ça non plus, c'est pas un problème. Par contre, le Venezuela, quel problème. Alors, déjà, pour commencer par rectifier ce que vous venez de dire. Il n'est pas vrai que l'opposition boycotte, cher monsieur, car il y a 3 autres candidats qui viennent de l'opposition et de la même alliance de l'opposition qui s'appelle MUD, Mesa Unida Democrática. Et l'un des candidats était le secrétaire de la campagne du candidat de droite à la dernière présidentielle. Donc, il n'est pas vrai que l'opposition boycotte. Deuxièmement... Une partie de l'opposition. Je suis d'accord, une partie de l'opposition, je vais vous en dire un mot. Deuxièmement,
il n'est pas vrai que la communauté internationale, dont vous allez nous donner le nom et le numéro de téléphone pour qu'on puisse éventuellement discuter les avec. pays de l'accord de Liman, notamment, vous savez. Non. Il y a un certain nombre de pays autour des larbins de l'Union des USA qui ont décidé que ces élections ne leur convenaient pas. Alors, Emmanuel je voudrais que ceux qui m'entendent, moi je m'en fiche, écoutez, je ne suis pas vénézuélien, je n'ai pas l'intention de faire la politique économique du Venezuela. Mais ceux qui m'écoutent doivent entendre. Oui, il y a une grande difficulté au Venezuela. Il y en a même deux. La première, c'est que le prix du pétrole est passé de 100 $ le baril à 35. Quel est l'État qui résiste à la perte de 65% de ses revenus? C'est ce qui est arrivé au gouvernement du Venezuela. Et comme l'argent du pétrole va aux pauvres, ça se voit. Quand vous êtes en Arabie Saoudite, comme l'argent du pétrole va aux riches, quand ça baisse, ils sont toujours riches. Mélenchon, pourquoi y a-t-il toujours que des facteurs exogènes à cette situation des Vénézuéliens? Vous lisez partout dans la presse, à moins que vous remettiez ça en question, mais des reportages sur la difficulté pour aller se soigner, des mères qui vont accoucher au Brésil. Oh, est-ce que tout ça... Comme vous me faites pleurer. 1 700 000 personnes qui ont quitté le pays à cause de grandes pauvretés. Il y a juste 500 000 Espagnols qui ont quitté l'Espagne et ça vous tire pas une larme. En aucun cas, il n'y a une responsabilité. En aucun cas, il n'y a une responsabilité du président Maduro. Et le massacre, situation humanitaire catastrophique mondiale au Yémen. On en parle quand? Des élections au Yémen et de la situation humanitaire. Écoutez, moi je suis prêt à... Mais on est parfois surpris de cette défense sans nuance. C'est vrai. Arrêtez de me couper la parole sans arrêt quand on parle du Venezuela pour sortir les argumentaires dont je sais d'où ils sortent et je les connais par cœur. Je reviens à ce que j'ai dit. Il y avait une crise terrifiante au Venezuela qui vient d'une partie de l'opposition qui est violente. Tire des coups de revolver, jette des grenades Molotov et ainsi de suite. Une partie de l'opposition est comme ça. C'est celle qui est la plus proche des États-Unis aujourd'hui. Et c'est elle qui a créé une situation tellement explosive que le gouvernement vénézuélien a décidé d'en sortir par le haut, c'est-à-dire une constituante. Ils ont boycotté et ensuite ils ont décidé d'avancer les élections présidentielles. Donc on règle le problème par les élections. Un accord avait été trouvé sur la date de ces élections avec l'opposition et la signature de M. Zapatero, qui n'est pas un bolchevique, mais un socialiste espagnol. Et à ce moment-là, une partie de l'opposition a rompu en disant... Mais Jean-Luc Mélenchon, vous comprenez qu'on puisse s'étonner quand même qu'aujourd'hui, vous nous disiez qu'il y a une tendance dictatoriale chez Emmanuel Macron dans son anti-parlementarisme. J'ai jamais dit ça, moi. Vous venez de dire que tout à l'heure... jamais de la vie, j'ai jamais dit que son anti-parlementarisme... Ah oui, d'accord. Mais si vous résumez comme ça, je comprends que le Venezuela soit une dictature communiste à vos yeux. Mais parce que moi, j'ai jamais dit que... Dans cette partie du monde, il n'y a aucune... Non, ça va trop vite. Je n'ai jamais dit que le président Macron avait une tendance dictatoriale. Je pense qu'il a une vision du fonctionnement des institutions où il essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus présidentielles possible. Voilà ce que je dis de lui. Mais je n'ai jamais dit que c'était un apprenti dictateur. Enfin, si c'était... Il faut quand même être capable de nuances, parce que sinon, on ne sait plus contre quoi on se bat. Bon, alors pour revenir au Venezuela, qui vous passionne... Non, mais on va arrêter. On vous a entendu. On vous a entendu. Non, mais on vous a entendu. On vous a entendu. Alors après, on dit, est-ce qu'ils sont légitimes? Ben oui, parce qu'il y a une élection. Si vous venez à aucune élection et que vous protestez avant et après, alors c'est plus démocratique. Il faut accepter d'aller aux élections. On avance et on revient sur l'actualité française. Christophe Jacubizine. On va revenir chez nous avec le début du ramadan pour nos compatriotes musulmans. Et cette question, quelques 300 imams étrangers ont été appelés en renfort pour pouvoir prêcher pendant cette période importante pour les musulmans. Est-ce que vous pensez que ça présente un risque? Est-ce qu'un risque de prêches radicaux? Est-ce qu'il faut ne pas donner de visa aux imams tunisiens et marocains qui nous rejoignent? Quelle est votre position sur cette question qui a fait beaucoup réagir? Je vous invite à ne pas vous mêler de religion, parce que sinon on ne va pas non plus donner de visa aux prêtres catholiques qui arrivent des pays d'Afrique et qui viennent expliquer que l'avortement est un crime. Bon. Ils ne sont pas payés par le gouvernement. Non, il ne faut pas s'occuper de la religion. La religion, elle se débrouille. Par contre, ce dont on s'occupe, parce que toutes les libertés, toutes sans exception, sauf la liberté de conscience, sont toutes organisées et elles contiennent des limites. Il n'est pas permis de prêcher contre la République. Voilà, point. Et donc, ceux qui prêchent contre la République seront expulsés. J'espère qu'on fait ce qu'il faut. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on prête serment à la République ou pas? Est-ce que certains disent, voilà, c'est les imams de France ou ceux qui viennent occasionnellement devraient prêter un serment de fidélité à la République? Mais dites donc, on n'est pas sorti de l'auberge. On va faire pareil avec les hommes d'affaires qui viennent chez nous. On va leur faire prêter serment sur la Constitution française et leur faire crier liberté, égalité, fraternité. Écoutez, tout ça est ridicule. Ridicule. Qu'est-ce que vous croyez que vous contrôlerez? Vous ferez plaisir à 3-4 illuminés qui se croient, avec ce genre de méthode, protégés de je ne sais quoi. Non, la politique ne se mêle pas de religion.
Et la religion n'a pas à se mêler de politique. Mais et ensuite, il y a la loi qui s'applique. Vous savez, la loi ne permet pas de prêcher contre contre la République. Hein. Il s'agit moins de religion que d'une influence d'État extérieur, dans la mesure où ces imams sont choisis et rémunérés par les gouvernements de leur pays d'origine. Est-ce que ça vous choque? Je ne comprends pas ce qui devrait me choquer. Je ne comprends pas. Quand vous avez un homme d'affaires étranger qui vient en France, vend une entreprise française, ça vous laisse de marbre. Parce que ça n'est pas l'influence d'un pays étranger. Pardon ? Ça n'est pas l'influence d'un État étranger. En l'occurrence, les hommes d'affaires sont payés par les gouvernements de leur pays. Les hommes d'affaires américains ne servent pas les intérêts d'un État étranger. Voilà, on le note parce que ça fera une phrase dont on se rappellera. Mais non, vous essayez de faire. Non, pas celui de leur les gens qui viennent prêcher la religion prêchent la religion. C'est leur affaire. Et arrêtez de croire que c'est 300 terroristes qui viennent d'arriver en France pour prêcher je ne sais quoi. Il y a sûrement là-dedans des gens qui sont très excités. Mais il y en a aussi dans toutes les autres religions. Hein, et on va faire la paix avec tout le monde aujourd'hui. Mais voilà, je trouve que c'est pas sérieux. D'une manière comme ça insidieuse, de montrer du doigt un groupe religieux. La République est laïque. La société ne l'est pas. Alors, justement, la société, elle est diverse, elle est multiple, et il y a des religions. Et s'il leur manque des imams, ils les font venir de l'extérieur. Et les catholiques font venir de l'extérieur des curés. Vous nous offrez une transition toute trouvée sur un sujet d'actualité. C'est qu'il y a eu une vive polémique qui a éclaté sur les réseaux sociaux cette semaine après la diffusion d'une vidéo montrant une dirigeante du syndicat étudiant UNEF à Paris voilée. Alors, certains ont exprimé une gêne, hein, c'est le cas de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Gérard Collomb qui l'a dénoncé. En face, l'UNEF répond que les attaques subies par cette jeune femme sont racistes ou islamophobes. De quel côté vous situez? Comment moi, je ne marche pas avec cette barricade-là. Elle ne m'intéresse pas. Alors je prends les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire tranquillement. Qui désigne la présidente de l'UNEF? Les syndiqués de l'UNEF, ils ont désigné celle-là. Donc s'il y a un problème, c'est de savoir pourquoi eux l'ont désignée. Deuxièmement, après il y a une opinion personnelle qui entre en ligne de compte. Oui. J'ai été adhérent de l'UNEF, j'ai même été membre de son bureau national il y a fort longtemps, peu après la bataille d'Alésia. Bon, mais je l'ai été. Je sais ce qu'il y a dans les statuts de l'UNEF. Je les ai respectés scrupuleusement. Moi, j'étais engagé politiquement. Mais les statuts de l'UNEF disent que l'UNEF réunit tous ceux, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur conviction philosophique ou morale. Voilà. Donc l'UNEF regroupe tout le monde. Ce qui crée deux devoirs. Tout le monde est bienvenu dans le syndicat, mais à l'inverse, ceux qui le dirigent doivent se mettre en situation de ne pas faire en sorte que l'adhésion au syndicat puisse avoir d'une façon ou d'une autre la couleur d'une adhésion à une religion ou à une orientation politique. Est-ce que ça devient ostentatoire? En tant qu'individu, pour ma part, je ne serais pas d'accord. Mais je voudrais vous faire remarquer qu'elle n'enfreint aucune loi. Non. Par conséquent, nous sommes dans un débat politique. Il faut le mettre là où il est. Oui. Dans ce débat politique, sommes-nous d'accord pour que les signes religieux interviennent dans l'activité politique et syndicale? Moi, je réponds non, mais il y en a d'autres qui répondent autrement. Vous ne seriez pas d'accord parce que vous considérez que c'est une forme de prosélytisme, c'est ça? Parce que ça bloque. Si vous voulez. C'est comme si, je ne sais pas, moi, j'arrivais avec une énorme croix. Bon, j'ai connu ça, moi, dans ma jeunesse. Il y en avait qui portaient ça, on leur disait, écoute, c'est bon, quoi. Tu en mets une plus petite, ou en tout cas, quand tu vas parler en notre nom, tu ne mets pas ça. Bon, et rappelez-vous, par exemple, les prêtres ouvriers, vous n'avez pas connu ça, vous? Mais il y en avait en France. Ils ne se trimballaient pas avec des croix autour du cou. Ils étaient ouvriers avec les autres, ils étaient syndicalistes, etc. Donc, on est dans un moment où la religion devient de plus en plus ostentatoire. Mais j'espère qu'on ne va pas m'en faire le reproche à moi, qui passe ma vie à lutter contre le fait, précisément, qu'ils obtiennent au niveau de l'Union européenne ce qui est leur rêve. Car je vous le rappelle que c'est dans la Constitution européenne que vous avez le droit à la manifestation publique des opinions. Ah ouais, quand c'est l'Europe, ça vous va. Quand ça arrive en France, c'est terminé. Pardon, mais je veux qu'on m'entende bien. L'État est laïque, le service public est laïque, la société n'est obligée de rien, sinon de respecter les lois de la République. Si dans la loi, il n'y est pas marqué qu'on a le droit de faire ceci ou cela, alors on le fait. Est-ce que vous souhaiteriez que vos compagnons de route épousent ce que vous venez de dire aujourd'hui ou pas? Certains sont ici quand vous dites, voilà, pour moi, je pense que c'est pas forcément la bonne idée que d'être voilé quand on représente l'UNEF. Est-ce que vous souhaitez que cela moi, je suis le porte-parole. Il y a encore des lignes de fracture dans votre mouvement là-dessus? Oui, je sais. Ah, ça, c'est le rêve. S'il pouvait y avoir une ligne de fracture. C'est bien qu'il y ait des opinions divergentes. Mais non, il y a des opinions différentes. Non, mais attendez, il y a des opinions différentes sur le sujet. Parce que c'est un sujet compliqué. Nous sommes un mouvement, pas un parti. Il n'y a pas une doxa, et moi je ne suis pas chargé de faire respecter la doxa. Nous sommes tous, absolument tous d'accord sur le contenu de notre livret sur la laïcité, que je vous invite à aller consulter sur le site. Tous, sans exception. Et cela me suffit. Après, la vie fait surgir des problèmes. Chaque fois qu'il y en a un qui surgit, on réfléchit, on discute comment on va dire les choses. Pour l'instant, ce que nous avons trouvé de plus juste à dire, compte tenu du fait que nous n'acceptons pas
l'idée que d'une idée à l'autre, on vienne prescrire aux gens comment ils doivent ou non vivre leur religion. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. Eh bien, nous répondons sur un terrain très simple. Dans le syndicalisme, il doit y avoir une mise à distance de l'engagement politique ostensible et de l'engagement religieux ostensible. Alors, je vous donne mon point de vue. Voilà, rien d'autre. Mais nous n'avons pas réuni le bureau politique pour la raison qu'il n'y en a pas. Il y a ce problème de laïcité et tant d'autres se posent aussi dans les banlieues. Et il va y avoir cette semaine, par le président de la République, un certain nombre d'annonces qui sont censées aussi s'inspirer du plan Borloo. Alors j'imagine que vous avez peut-être pu consulter ce que l'ancien ministre de la Ville a proposé. Est-ce qu'il est soutenu par les maires de France? Il est soutenu par des gens de droite et de gauche. Est-ce que vous soutenez aussi ce qu'il propose, notamment une sorte d'école des leaders, une sorte d'ENA des banlieues? Est-ce que cela fait partie d'un projet que vous pourriez soutenir? Ou est-ce que vous pensez aussi qu'on n'a pas besoin d'un plan banlieue en particulier dans ce pays? On a là un sac de méthodes. J'ai été élu de banlieue longtemps. Je sais qu'il y a aussi une illusion, c'est de croire que la banlieue est un problème en soi. La banlieue n'est pas un problème en soi. Ce qui est un problème en soi, c'est qu'il n'y ait pas d'emploi. C'est qu'il n'y ait pas de poste, c'est qu'il n'y ait pas de policiers, qu'il n'y ait pas d'instituteurs. Ça, c'est les problèmes qui pourrissent la vie de la banlieue. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Il dit, moi j'ai fait des choses sur l'école, dédoublement des CP. Il dit, voilà, ce que j'applique à la France, je l'applique partout, je n'ai pas besoin d'une politique spécifique. Est-ce qu'en cela, vous pourriez dire, c'est vrai? Non, parce qu'il y a deux tâches. La première, il ne l'accomplira jamais. C'est celle de reprendre en main l'organisation du territoire, les aides sociales, la présence de l'État, d'éducation partout. Ça, il ne le fera pas. Parce que la politique libérale le lui interdit. Bon, ça, il ne le fera pas. Donc, il faut quand même avoir des soins à apporter. Je crois que vous ne vous rendez pas bien compte de l'état de désertion de l'État dans des zones entières de ce pays, avec une manière très inélégante de se cacher la misère qui s'y trouve, en stigmatisant les populations qui y sont. Donc, il faut sortir une trousse de secours. Ça, c'est pour l'urgent. Alors, on peut prendre dans le plan banlieue de M. Borloo des bonnes idées, mais je suis obligé de dire que tout ce qu'il propose, pour l'essentiel, à part les trucs un peu folklore, c'est des choses qui vont contre la politique de M. Macron. M. Macron ne peut pas d'un côté supprimer 200 000 emplois aidés et de l'autre côté dire « Ah ben tiens, je vais créer des animateurs pour ceci et ça. » veut dire mettre plus d'argent. Alors après, mais attendez, ça ne suffira pas. Quand nous y serons, c'est-à-dire quand nous gouvernerons ce pays, moi, je n'irai pas dans les banlieues pour dire aux gens « Alors, ça va ou ça va pas ?» J'irai leur dire « Écoutez, il me manque 1000 ingénieurs pour mettre des éoliennes partout en mer. Il me manque tant d'instituteurs. Il me manque tant de professeurs. Parce que l'État a été détruit et nous devrons le reconstruire. Et nous irons chercher là où se trouve la masse la plus disponible de gens qui ont envie d'être utiles à leur pays parce qu'ils sont là, pleins d'imagination, plein d'ambition pour le pays. Eh bien, arrêtez de les voir comme une collection de misérables ghettoisés. Quand Emmanuel Macron commence par dédoubler les effectifs des classes pour que les professeurs soient davantage disponibles. Non, mais je crois, a priori, Jean-Michel Blanquer qui dit qu'il le fait. Eh bien, c'est une... D'abord, on a dédoublé. Alors, attendez, commençons par dire que c'est bien de dédoubler. C'est bien d'avoir deux groupes de 14 plutôt que un de 30. Ça, c'est vrai. Deuxièmement, il y a des endroits où ça fait super du bien. Parce que partout, vous avez des primo-arrivants, partout, vous avez des enfants qui sont dans des familles où les familles comptent sur l'école pour éduquer, parce qu'eux-mêmes ont eu les plus grandes difficultés dans la vie. Ça fait du bien. Mais attention, il faut voir d'où vient le deuxième instituteur qu'on a mis là. On l'a enlevé ailleurs. Donc, on a amélioré les choses à un endroit en créant la pagaille à l'autre. Et j'ajoute que souvent, il n'y avait même pas les locaux. Si bien que là, quand vous parlez avec des instituteurs, vous avez, alors on parle boulot, métier de la pédagogie. Moi, ça me passionne, mais je comprends que ça ne passionne pas tout le monde. Vous avez des instits qui vous disent « Ah mais attendez, moi j'ai été formé à être instit devant une classe. » Instituteur, pardon, pas faire d'abréviation. Pas avec un collègue. Parce que le collègue et moi, on n'a peut-être pas la même méthode pédagogique et des fois on ne se supporte pas. Et puis il y en avait d'autres qui disent « Ah c'est magnifique, ça nous oblige à changer nos méthodes et ça apporte beaucoup de choses. » Donc sur le plan pédagogique, l'expérience est entièrement nouvelle. Mais je fais remarquer une chose. Ils ont commencé sans même s'assurer de savoir si ça pouvait fonctionner, sans s'assurer de savoir s'il y avait les locaux pour ça. Voilà. Alors, j'approuve cette mesure quand elle s'applique, mais je n'ai pas la naïveté de ne pas voir comment elle a été financée, c'est-à-dire sur le dos du reste de l'école. Vous parliez d'enfants primo-arrivants. Est-ce que pour vous, il y a une dimension des difficultés des banlieues liées à l'immigration, ou est-ce que c'est juste un problème social? Jean-Luc Mélenchon. Mais je ne sais pas, vous êtes vraiment une fixette sur l'immigration. Mais moi, je n'ai pas de mal à vous dire que je considère tout être humain comme une capacité d'enrichissement de la société. Bon, par exemple, ce pourquoi j'en veux tellement à cette réforme de l'université, c'est qu'elle coupe l'accès à l'université. Alors écoutez-moi bien, nous n'avons pas d'autre matière première que la matière grise. Plus il y a de jeunes qui vont à l'université, mieux on se porte.
Évidemment, il y en a qui se sont trompés de filière, il y en a d'autres, c'est des feignants. On sait tout ça, c'est la vie. Mais il faut qu'ils puissent tous y aller parce qu'on fera une pêche miraculeuse de gens qui vont avoir des millions d'idées. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous incitez au blocage des universités, voire à peut-être perturber aussi l'organisation du bac qui approche? Est-ce que ça peut être aussi pour vous une stratégie d'empêchement ou pas? Moi, de Parcoursup. Je ne suis pas leader syndical et je participe à aucune assemblée d'étudiants, donc c'est pas mon problème. Il y a des gens Ils ont décidé entre eux dans les universités bloquées pour encourager. Ils font comme ça, oui. Alors ça, c'est vrai. Les jeunes gens qui sont là, dont je me permets de vous rappeler que ce sont des adultes, que ce sont des citoyens, ils ont tous plus de 18 ans et ils votent. Alors s'il vous plaît, cessez de les traiter comme des gosses. Ils savent ce qu'ils font. La moitié des étudiants travaillent, donc ils ont la vie dure. Ils savent ce qu'est leur décision. C'est eux qui décident. Vous pourriez avoir Après, un mot d'ordre comme celui-là, pourquoi pas? Vous pourriez aussi avoir un mot d'ordre de grève générale. Non, mais si RTL veut appeler à la grève générale et au blocage des universités, non, mais ça ne fait pas RTL fait ce qu'elle veut, mais pas moi. Ça ne fait pas partie des messages. Pourquoi? Mais parce que je ne suis pas syndicaliste étudiant, parce que je ne suis pas étudiant et que notre technique... En même temps, vous voulez agréger tout ce monde. Écoutez, notre tactique, c'est que la société, quand elle se met en mouvement, nous lui proposons des issues positives. Voilà, c'est pas autre chose que ça. Je ne vais pas me transformer demain en syndicaliste étudiant. Par contre, les étudiants peuvent savoir qu'ils auront toujours des élus de la France insoumise pour être là, pour les protéger, pour les aider à réfléchir. Et d'ailleurs, ils sont partout, les élus de la France insoumise. J'en profite pour vous dire que ça plaise ou pas, nous continuerons à être un mouvement politique qui est à la fois institutionnel, présent dans les institutions, des députés, etc., et présent dans les luttes. Moi, je ne veux pas avoir une armada de bureaucrates autour de moi. D'ailleurs, aucun d'entre eux n'a l'intention de l'être, et ce sont tous des lutteurs. Il y a des questions sur ce thème, et on va laisser du temps à Marie-Pierre Haddad, vous en convenez, parce qu'on ne l'a pas fait pendant la première partie de l'émission, Jean-Luc Mélenchon. Donc Marie-Pierre Haddad, c'est à vous à nouveau pour des questions et des commentaires. Oui, cette fois-ci, c'est un commentaire de Violette. Elle réagit en direct à ce que vous dites sur Twitter. Elle dit « Vous n'auriez pas dû botter en touche sur la question des imams. La formation des imams de France serait l'occasion d'une intégration culturelle française qui garantirait le fond de la construction d'un islam des Lumières. Comme toutes les religions, celle-ci a son histoire. » Alors, je crois qu'il y a un très grand malentendu. Je ne botte pas en touche. J'ai apporté une réponse. Qu'elle ne convienne pas, je l'admets. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent aller organiser la religion musulmane. Fort bien qu'ils y aillent, mais qui ne me demandent pas à moi de le faire. Quant à la simagrée sur les autres religions bienveillantes à l'égard de la République, tout ça est une histoire. À part la religion juive qui prie à la fin de ses offices pour le salut de la République, les autres, c'est à coup de bâton. Mais est-ce que, vous souhaiteriez que ça se fasse aussi dans toutes les religions? Mais nous n'avons pas décidé, nous, enfin, écoutez, comment on va vous le dire? Qu'Emmanuel Macron a besoin de faire un discours là-dessus ou pas de l'entendre? Est-ce que vous souhaitez l'entendre ou vous dites non, c'est pas vraiment son rôle? Sur la laïcité, sur le rôle... Mais on l'a déjà entendu, on sait ce qu'il pense. Il a dit au Bernardin, il pense que la relation avec l'Église a été abîmée. Il n'a rien compris, elle n'a pas été abîmée, elle a été coupée. Je voudrais rappeler à tous ceux qui m'écoutent que l'Église catholique, qui a beaucoup changé, c'est vrai, mais en 1906, condamnait encore le suffrage universel et n'a reconnu la République française qu'en 1920. D'accord? Collez-vous ces dates dans la tête pour comprendre qu'il y en a qui ont eu du mal à admettre que l'État était laïque et que la foi était de l'ordre du privé. Et d'ailleurs, dès l'époque, il y avait des gens qui étaient des catholiques militants et convaincus et qui disaient « Nous ne voulons pas être la religion officielle, nous sommes d'accord avec la laïcité. » Autre question. C'est le cas de la monnaie. Non mais attendez, il faut bien que cette dame comprenne que si jamais le pouvoir politique se mêle de former les imams, il formera les curés et il formera les rabbins. Ce n'est pas son boulot. Marie-Pierre Haddad. J'enchaîne sur une question de Colette cette fois-ci. Donc, elle parle des relations que vous avez avec François Ruffin. Elle dit « Je ne serais pas surprise que François Ruffin quitte le mouvement des Insoumis. » Député de la France Insoumise à l'Assemblée. Et justement, quitte le mouvement des Insoumis pour créer son propre mouvement. Est-ce que ce serait une surprise pour vous? Est-ce que vous estimez que je ne sais pas, écoutez, alors j'ai en face de moi Bastien Lachaud, je ne sais pas si tu as l'intention de créer ton mouvement, Daniel Obono, j'ai également... Ils répondent pas là. Mais oui, ils sont en face de moi. Ils sont 3 députés, un député européen et 2 députés nationaux. Non mais François Ruffin, c'est vrai, plutôt un électron libre dans votre mouvement. Ok, d'accord, oui, pourquoi pas. J'en sais rien, vous me posez des questions qui sont très mystérieuses, qui n'ont aucun rapport avec ce que je vis. Que voulez-vous que je vous dise? Il faut vous faire à l'idée que nous sommes un mouvement, pas un parti. Je ne suis pas le gourou d'une secte. Je suis le président d'un groupe avec des gens forcément très différents. En 2022, par exemple? Attendez, une petite seconde. Mais je veux vraiment venir sur ce point. François est un garçon qui a d'immenses talents. Il a une intelligence des situations rares, qui est pour nous un bien précieux dans notre groupe. C'est pourquoi, quand il a imaginé la formule particulière de la marche du 5 mai, nous avons tous dit « c'est comme ça qu'on va faire ». C'est toi qui as raison, on te suit. Mais je pourrais vous citer des dizaines de discussions entre nous.
où progressivement la discussion permet de choisir un terrain. Pourquoi voudriez-vous qu'on se sépare au moment où on s'entend le mieux? Alors Christophe Jacubizine vous repose sa question. Comme vous êtes un mouvement et pas un parti pyramidal, ça veut dire que le candidat 2022, il n'est pas connu aujourd'hui pour vous? Ah ben non. Et puis ce serait stupide qu'on le fasse. Parce que d'ici à 2022, nous avons les élections européennes. Nous avons ensuite 3 élections locales, municipales, départementales et régionales. Donc on a besoin de bien voir ce que le peuple va dire dans ces circonstances. S'il continue à déserter massivement les élections, ça va être un grand problème pour nous. Puis vous savez, nous, on n'est pas des prétentieux. On n'est pas des prétentieux. On sait qu'on doit reconstruire un rapport de force. Que si des milliers de gens ne viennent pas nous aider, il ne se passera rien. Car me critiquer est à la portée de tout le monde. Nous critiquer qui on veut dans notre groupe. Mais nous sommes là, nous existons. Nous sommes un point d'appui. Alors quand vous venez me trouver au milieu de tous vos téléphones, quelqu'un qui vient dire « Ah ben Ruffin va se fâcher. Alors toi aussi tu vas te fâcher, toi aussi. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, nous sommes amis et unis par des liens fraternels. C'est-à-dire que nous acceptons d'être différents les uns des autres. Ma manière d'être n'est pas celle de Daniel Obono qui est en face de moi ou de Bastien Lachaud. Et je ne vous cite pas tous les autres. Est-ce que de Younous, qui est bien plus modéré que moi, tout le monde le sait. On a eu avec cet échange très intéressant que nous avons mis, est-ce que vous estimez aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas de regrets sur des phrases que vous avez pu prononcer sur les médias? Vous avez dit là des petites critiques sous-jacentes, mais vous avez dit la haine contre les médias. Quand j'étais en flanqueur, il y avait un moment aussi rituel comme ça où on agitait les clochettes. Alors là, il y a un moment Venezuela, il y a un moment média dans toutes les émissions. Oui, je vais vous répondre. La haine contre les médias est juste et saine. La presse, la première ennemie de la liberté d'expression. Et le confrère Christophe Deloire de RSF, qui n'est pas connu pour être excessif, dit Mélenchon favorise une société de manipulation. Est-ce que vous, quand on vous a entendu prononcer ces propos, ça nous a interpellés? Alors, c'était excessif ou pas? Oui, monsieur Deloire, qui est le successeur de monsieur Robert Ménard, à la tête de cette association. Non, mais ça va, écoutez, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Là, je viens juste de me faire traiter de manipulateur et d'une société de propagande par un individu, d'accord, qui prétend représenter la profession et qui pense que le principal problème qu'il y a avec les médias dans ce pays, c'est moi. Moi, je pense que le principal problème qu'il y a dans les médias, dans ce pays, c'est que 9 milliardaires possèdent 90% de la presse de ce pays. Il n'y a que vous à qui ça ne pose pas de problème. Mais pour la terre entière, ça pose un problème. Et nous sommes la France. Et quand nous voyons comment sont traitées un certain nombre d'informations, nous avons des raisons de penser que nous ne sommes plus correctement informés dans ce pays. Et c'est d'ailleurs ce que disent les citoyens. Je demande aussi qu'on me respecte. Ce n'est pas parce que vous êtes journaliste que vous êtes devenu curé en pureté. Et que tout d'un coup va surgir un monsieur Deloire, un monsieur Parfois, et qui va être l'arbitre des beautés, dire monsieur Mélenchon est un apprenti dictateur. Et vous êtes quoi à répéter tous la même chose du matin au soir à la radio et à la télé? Nous avons été ravis de vous accueillir ici. Nous avons été ravis de vous voir. D'avoir vous avoir posé des questions et d'avoir entendu vos réponses en faisant notre travail de journaliste comme nous espérons le faire le mieux possible. Certainement avec des imperfections, mais nous ferons toujours le mieux possible. Merci Jean-Luc Mélenchon, c'était votre grand jury. Très bonne journée à tous, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.